Bonjour à tous, bienvenue dans ce meet-up pour augmenter l'adoption de votre solution digitale métier. Donc, je suis Nelly et aujourd'hui, je suis avec Noémie et Marine qui vont Bonjour. donc nous parler de ce qu'elles font chez Inflexis dans la phase de cadrage notamment. Donc, par rapport à ce qu'on vous propose, donc on va vous parler très rapidement de ce que l'on fait pour ensuite parler de l'approche design, la phase de cadrage, l'atelier de cadrage et finir sur un cas client. Donc, Inflexis est un partenaire en mobilité. Donc, on est une société de services hybride, experte de l'usage mobile, créée depuis plus de 10 ans. On co-crée avec nos clients des solutions digitales métiers efficientes et éco-responsables. On est plus de 50 collaborateurs aujourd'hui et 100% de nos réalisations sont réalisées en France, à Mérignac, proche de Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on fait plus concrètement? Eh bien, on accompagne nos clients dans la transformation digitale. Donc, on peut travailler en assistance à maîtrise d'ouvrage, en conseil, en expertise, également en conception d'applications métiers web professionnelles sur mesure et mobile. On a une approche agile et centrée utilisateur. On peut intervenir en audit technique et également UX/UI. Et on intervient également en tierce maintenance applicative, donc pour maintenir les applications en conditions opérationnelles, traiter des problématiques de production et également faire des évolutions. On intervient dans différents secteurs d'activité, historiquement très implantés dans la banque, finance, assurance et mutuelle. On s'est diversifié depuis plusieurs années dans l'industrie, la santé, où on traite différents cas d'usage qui permettent d'optimiser certaines situations en mobilité et d'augmenter du coup la qualité de service. Les enjeux de la mobilité qu'on adresse en majorité sont liés à deux points qui fonctionnent de pair, puisque en fonction de ce qu'on souhaite optimiser au niveau de la relation client, ou bien si on souhaite traiter de l'optimisation de process métier grâce au digital, quoi qu'il en soit, quel que soit l'utilisateur concerné par ce projet de digitalisation, mais finalement, au bout du compte, c'est le client final qui voit son expérience optimisée et sa qualité de service optimisée. Donc, du coup, on voit bien que dans tout ce contexte-là, grâce à ces enjeux, il est très important et primordial de traiter d'une démarche centrée utilisateur. Et c'est pour ça qu'on souhaitait vous partager comment on s'y prend dans notre approche chez Inflexis pour pouvoir développer des solutions efficientes et utilisées. Donc, du coup, l'approche design, les filles, avant de commencer votre présentation, est-ce que vous pouvez nous parler de vous un petit peu, de ce que vous faites, de votre parcours et de vos talents? Alors oui, bien sûr. Du coup, je prends la main. Donc, je m'appelle Noémie, je suis designer d'expérience. Mon travail, du coup, consiste à faciliter les interactions pour améliorer l'expérience utilisateur. Ma spécialité, c'est l'architecture de l'information, qui est pour moi le point d'entrée, le pilier de ma pratique. Parce que pour moi, l'architecture de l'information sont les fondements, le squelette de l'expérience utilisateur. Pour utiliser ou interagir avec un service ou une application, il faut avant tout la percevoir, c'est-à-dire la voir et la comprendre. Et c'est l'architecture de l'information qui va me permettre d'organiser, de rendre accessible et surtout compréhensible l'information. En parallèle, je suis aussi partisane d'un design plus éthique et du coup, je m'oblige dans ma pratique à faire attention aux capacités cognitives de chacun. Je m'efforce à faire attention à l'attention. Donc, je me pose plusieurs questions, notamment comment on va arriver à préserver l'attention des utilisateurs face aux interfaces, face à une expérience numérique, et comment on va concevoir une solution qui va guider l'attention de l'utilisateur dans ses interactions, donc grâce à l'architecture de l'information, mais pas que. Voilà, ma spécificité. Merci.
De mon côté, donc, je suis Marine, chez Inflexis depuis 5 ans maintenant et j'ai eu l'occasion de travailler sur, des projets de différents secteurs, l'industrie, l'assurance, la banque et aussi de différentes envergures et notamment aussi sur différents, outils, heu, que ce soit des applications mobiles ou des sites web. Et j'ai également un profil UX, tout comme Noémie, avec, une attache sur le travail de l'UI, donc l'interface utilisateur et du design graphique, donc plutôt direction artistique et donc ma mission, c'est vraiment de travailler sur la conception de repères visuels et d'interactions dans l'interface qui vont aider à l'utilisation de l'outil. L'objectif, c'est vraiment de créer des interfaces qui sont faciles à comprendre, des interactions qui, amènent aux résultats escomptés, et vraiment pour créer une expérience qui soit cohérente de A à Z pour votre utilisateur, en prenant en compte l'accessibilité de l'outil pour tous et notamment de personnes qui peuvent être porteuses de handicap. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur également. Et notamment aussi, ce qui me tient à cœur, c'est la perception, le côté plus émotionnel, design émotionnel, avec la perception sensorielle d'un outil. C'est-à-dire créer des interfaces qui vont être agréables et esthétiques et mettre en place un univers graphique. Écoutez, merci les filles pour cette présentation. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement comment vous travaillez, en quoi consistent vos interventions dans le cadre des projets? Alors oui, du coup, notre travail, il repose sur 2 démarches complémentaires. Ce sont d'ailleurs ces 2 piliers-là qui nous rassemblent avec Marine. La première, ça va être une démarche centrée utilisateur. Donc, dans chaque projet, on va bien sûr prendre en compte les besoins clients et leurs contraintes, mais il ne faut pas perdre de vue pour qui on conçoit, qui va utiliser le service, c'est-à-dire l'utilisateur. Et nous, en tant que designer, on est garant du besoin utilisateur. Donc, quelle que soit la finalité de notre conception, elle doit répondre à un ou plusieurs besoins utilisateurs. Répondre à des besoins utilisateurs permet justement d'améliorer les usages et les interactions existantes ou à venir. La démarche centrée utilisateur nous permet alors d'améliorer l'expérience existante et de tendre vers une expérience adaptée, c'est-à-dire utile et utilisable pour l'utilisateur, mais aussi utilisée. Parce qu'effectivement, on répond à des besoins et non à des envies. Donc, une application qui n'est pas utilisée, c'est une application qui va polluer. Et le designer, il doit réfléchir à l'impact que sa conception peut avoir autant sur l'utilisateur, donc sur ses capacités cognitives, par exemple, mais aussi sur l'environnement. Et c'est là qu'on parlera alors d'éco-conception ou de numérique responsable. Là, pour en savoir davantage, je vous laisse, si vous en voulez en savoir davantage, je vous laisse regarder dans le chat. On va vous mettre un lien sur le numérique responsable. Pour la deuxième démarche, du coup, qu'on adopte, c'est une démarche flexible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, à chaque fois, on récolte au fur et à mesure les besoins utilisateurs, on confronte nos solutions avec des tests pour savoir si à chaque fois ça répond réellement et si ça répond bien aux besoins utilisateurs. Et pour cela, on s'équipe, on va dire, d'une démarche qui est flexible, c'est-à-dire qu'elle allie l'agilité et des phases itératives, et ça nous permet d'ajuster au plus vite la solution finale par rapport aux besoins et aux problèmes qu'on va recueillir au fur et à mesure. Super les filles. Du coup, si je comprends bien, votre démarche se fait tout au long des projets de développement d'une application, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Les démarches centrées utilisateurs ou flexibles, on va les utiliser tout au long d'un projet. Et on va se recentrer notamment là sur la méthodologie. Donc le designer, il va agir sous 3 phases. Donc la phase de cadrage, la phase de développement et la phase de production. Donc nous suivons l'évolution de la solution dans l'ensemble de ces phases-là pour garantir bien sûr son bon fonctionnement, son utilisabilité et son utilité. Mais nous sommes davantage sollicités dans la phase de cadrage et la phase de développement parce que c'est ici qu'il y a, on va dire, le plus gros du travail à faire. Donc, pour vous dire un petit point sur l'objectif de chaque grande phase, la phase de cadrage, elle a vraiment pour objectif de comprendre les tenants et aboutissants du projet, c'est-à-dire de préciser et planifier le projet, mais aussi identifier et comprendre les utilisateurs. Et la phase de développement, elle a pour objectif de formaliser le parcours utilisateur actuel dans le but de l'optimiser par la suite. C'est, on va dire, la phase de mise en forme. On met en forme la solution via des maquettes et des prototypes. Et c'est aussi la phase qui nous permet de tester justement nos solutions et d'évaluer, d'ajuster l'UX, mais aussi l'UI de l'application.
La phase de production, elle, on va devoir garantir le fonctionnement, l'utilisabilité et l'utilité de l'application même après production, donc c'est-à-dire même après avoir mis l'application en ligne sur les stores. Et pour cela, on va se servir des retours utilisateurs. On va mettre en place toute une partie de tests avec des outils standardisés qui vont nous permettre d'évaluer l'UX ou l'ergonomie, l'interactivité de l'application. Et notre méthodologie, du coup, elle est comprise donc en 3 grandes phases avec des sous-phases qui sont des blocs agençables. Et c'est ça aussi qui nous permet de toujours avoir cette démarche flexible et du coup d'agencer plus facilement, d'itérer plus facilement et d'être agile. Et du coup, comment faites-vous pour aider les clients à augmenter l'adoption de leurs solutions digitales métiers? Alors, comment on fait? On passe avant tout par la phase de cadrage qui est le point d'entrée du projet. C'est pour cela qu'on a décidé de vous parler de ça aujourd'hui, de cette phase-là. Cette phase, elle nous permet justement de révéler, de relever aussi et de comprendre des problématiques rencontrées par le client, mais aussi par nos utilisateurs. Et donc, avant de concevoir ou de former, de donner forme, on va dire, à une solution, l'idée, c'est ici de comprendre le fond, de comprendre pourquoi le client veut concevoir ou refondre une application mobile, parce que c'est cette compréhension-là qui va nous permettre par la suite de concevoir une solution et une expérience adaptée. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous expliquer comment et en quoi cette phase est essentielle, mais aussi de partager certains de nos outils qui nous permettent la bonne évolution du projet. Donc la phase de cadrage, si on zoome un petit peu, elle est départagée en 2 sous-phases. Donc la phase comprendre, qui cible davantage le périmètre du projet et les besoins du client. Et la phase analyser, qui, elle, va se concentrer davantage sur les utilisateurs. On peut voir sur cette slide que du coup, chacune des sous-phases comprend certains outils qui peuvent être utilisés. Bon, la liste ici n'est pas exhaustive, hein, on vous a montré juste quelques exemples. Mais par exemple, les recherches préliminaires ou la réunion de lancement sont des outils propres à la phase comprendre et qui vont nous permettre de préciser le projet avec le client. Les outils que vous pouvez voir encadrés en pointillés, eux, sont des outils qui peuvent être utilisés dans différentes phases. Donc ici, dans la phase analysée, on va utiliser par exemple le questionnaire pour identifier les besoins utilisateurs, mais on pourra aussi utiliser un questionnaire dans la phase de développement par la suite pour récolter des améliorations à apporter lors de tests utilisateurs. L'atelier de cadrage, lui, c'est un outil principal et à part entière de la phase de cadrage parce qu'il permet d'englober la restitution des besoins clients et celle des utilisateurs. Donc, c'est pour cela qu'elle est présente, que cet outil est présent sous les 2 phases. Mais nous expliquerons en détail par la suite certains de nos outils et notamment l'atelier de cadrage après. Oui, alors avant de vous expliquer un petit peu la suite, je voulais m'excuser si vous entendez des bruits de travaux. Il y a quelques travaux autour du bâtiment, donc c'est derrière moi. J'enlèverai mon micro quand je ne parlerai pas. Mais oui, du coup, par rapport au cadrage, on va vous présenter un peu plus en détail chaque phase. Et pour que ce soit un peu plus concret au niveau de certains concepts, on va illustrer nos propos avec un exemple qui nous suivra vraiment tout le long de la présentation. Alors là, on va prendre le cas d'un porteur de projet qui souhaite développer une application mobile pour livrer des repas à destination de personnes ayant des régimes alimentaires stricts, un petit peu le Uber Eats pour des personnes qui auraient des pathologies particulières. On va appeler ce projet Foodlight. Alors tout d'abord, on va se poser sur l'aspect mobilité, en quoi il est d'autant plus nécessaire de cadrer son projet en fonction du besoin utilisateur dans un projet de solution mobile. Eh bien, il faut, dans un premier temps, s'assurer que l'outil sur lequel sera installé votre application, votre service, est bien utilisé, que vos utilisateurs utilisent bien des téléphones ou des tablettes et que cet outil-là est apprécié par vos utilisateurs aujourd'hui. Que votre projet concerne une application tablette, mobile ou un objet connecté, c'est important de se poser là-dessus. Et pour cela, nous, on vous recommande de vous poser plusieurs questions au préalable si vous voulez cadrer votre projet. Donc à ce stade du projet, il est important de se dire quand même que c'est normal de ne pas avoir de réponse fiable à apporter à chaque question, mais que c'est un exercice qui est nécessaire pour pouvoir préparer ensuite vos rencontres avec différents prestataires de développement ou de design. Et ensuite, pendant des réunions, vous pourrez préciser les zones floues avec ces personnes-là.
Donc, les questions à vous poser, elles concernent, 2 parties, de votre projet. Tout d'abord, les enjeux. Quelle est la problématique rencontrée? Donc, dans notre exemple, de Foodlight, il s'agit par exemple d'un manque de choix dans l'achat de repas diététiques sur internet. Comment elle est résolue aujourd'hui? Donc, lister, quelles sont, les solutions alternatives. Aujourd'hui, il y a Uber Eats ou Deliveroo, par exemple. Et il faut également, déjà réfléchir aux besoins, auxquels doit répondre votre application mobile. Ici, ça va être, par exemple, la transparence, des informations nutritionnelles. Et enfin, par rapport, à votre projet de manière globale, il est important de se demander: est-ce que ce besoin, il vous paraît partagé par un nombre conséquent de personnes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a fait remonter une fois ou vous déterminez qu'il y a une problématique plus large qu'il faudra vérifier par la suite? Donc ça, c'est plus des questions effectivement plus globales par rapport à votre projet qu'il faut se poser. Mais, il faut également se demander quel est le profil technologique de votre cible. Est-ce qu'elle est mobile? Est-ce que, l'application, par exemple, qu'on a en exemple Foodlight, elle va s'adresser à des personnes plutôt sédentaires, qui ont des difficultés à faire de leur cuisine, elles-mêmes et donc, par exemple, comme des personnes âgées, qui auraient des problématiques avec la technologie? Ou bien est-ce qu'elle s'adresse, cette application, à des habitués des services de livraison qui ont déjà tous les codes et qui vont juste rechercher des alternatives plus saines, à des applications qui existent déjà? Ensuite, on va plus se concentrer sur qu'est-ce qu'elle utilise en termes d'outils, si jamais justement elle utilise des outils mobiles. Donc est-ce que votre cible, elle utilise plutôt des iPhones, plutôt des, Android en termes de système d'exploitation? Est-ce qu'elle utilise plutôt des tablettes, des téléphones, des ordinateurs pour rechercher ses repas? Voilà, c'est vraiment essayer d'identifier quel est son profil technologique et une fois que ça c'est fait, si vous avez, déjà un produit qui existe, par exemple, si on est sur une refonte, d'application, sur une adaptation d'un site en application, c'est intéressant de regarder, les avis, utilisateurs que vous avez déjà pour déterminer s'il y a déjà des demandes en termes de fonctionnalités, s'il y a des besoins qui remontent. Si, par exemple, il y a un utilisateur ou plusieurs qui vous disent: «Ah, ce serait bien qu'on ait cette fonctionnalité en plus». Voilà, c'est important déjà de se noter toutes ces questions-là et toutes ces données pour préparer vraiment les rencontres, ensuite avec les prestataires de développement et de design pour mieux cadrer votre projet. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la phase comprendre, donc qui est la toute première étage de la phase de cadrage. Elle consiste vraiment à comprendre les subtilités de votre projet pour s'assurer vraiment de comprendre, de construire en fait ce projet sur une base de connaissances qui soit commune avec toutes les parties prenantes et vraiment avoir une base de connaissances solide. Donc pour ce faire, il va falloir d'abord préciser le besoin en tant que porteur de projet, et les enjeux de votre entreprise. Quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre, avec cet outil-là? Quelle est votre ambition à court, à moyen, à long terme? Et au mieux, si vous avez des KPI, des objectifs vraiment chiffrés, c'est important de vous les noter pour pouvoir en discuter lors de réunions de cadrage. Par exemple, pour Foodlight, l'objectif peut être de monétiser la visibilité de restaurants grâce à la solution ou d'augmenter le chiffre d'affaires, de tant de pourcents en 2 ans. Donc, vraiment une fois que ça c'est fait, on va pouvoir avoir aussi, essayer de récolter des données sur quel est le contexte et l'écosystème dans lequel s'intègre le projet. Donc on va déterminer quelles sont les parties prenantes. Ici, ça va être l'équipe, client Foodlight, mais également les partenaires, prestataires de développement ou de design, potentiellement des utilisateurs finaux, des livreurs, des restaurateurs, et cetera. Il faut également, faire un tour d'horizon de qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur votre projet? Est-ce qu'il y a déjà des choses, il y a déjà un site par exemple, il y a déjà une appli? Sur quoi on peut capitaliser pour essayer de récolter des données sur, ce qu'il faut améliorer, ou, ce qu'il faut justement, garder s'il y a des points positifs. Et enfin, il faut également essayer de réfléchir à, quel est le niveau, et le besoin d'accompagnement selon la maturité de votre projet. Par exemple, l'entreprise Foodlight, elle va plutôt est-ce qu'elle a besoin d'un savoir-faire, spécifique, par exemple, plutôt du design, plutôt du développement ou un accompagnement global? Donc ça, c'est vraiment des premières données, qu'il va falloir, vraiment rassembler pour les partager, en fait, avec toutes les parties prenantes. Et notamment,
Et du coup, il y a un certain nombre d'outils que vous allez nous présenter, je crois, par rapport à cette phase comprendre, Oui. et en particulier la réunion de lancement qui est un outil important. Oui. Oui, c'est décisif. C'est vraiment en fait le point de rencontre entre toutes les parties prenantes, qui permet vraiment d'aller plus loin dans la réflexion. Parce que, les UX designers, enfin en tout cas chez Inflexis, nous on réalise des recherches préliminaires, à partir, justement de ce qui nous a été donné en phase d'avant-vente, à partir du brief et effectivement on va réaliser ces recherches-là pour pouvoir, vraiment discuter sur le contexte du projet, sur les secteurs, sur les ambitions du projet et pouvoir, cadrer tous ensemble, le projet lors d'un point. Donc en quoi consiste cette réunion-là? Mais dans un premier temps, donc on regroupe toutes ces données-là, et on va également parler, des données peut-être, qui existent en fait tout simplement. Si jamais vous avez un outil déjà, qui existe, un site, on va aller, aussi, récupérer, les données peut-être, Google Analytics ou d'autres outils de data analyse, et les avis clients. On va également, proposer, alors ça c'est plus du côté, Inflexis, on propose un premier ciblage de l'expérience utilisateur parce que c'est important de se concentrer, sur, un premier ciblage pour la recherche. C'est pas figé. Après par rapport, pour les prochaines étapes, on pourra revenir dessus. Mais dans un premier temps, c'est important de se demander est-ce que par exemple pour Footlight, je vais me concentrer, je vais rechercher, le besoin utilisateur sur toute l'expérience? C'est-à-dire depuis que la personne, l'utilisateur, il va, avoir envie de manger des sushis jusqu'au mail par exemple de, remerciement de l'achat, la personne elle a bien reçu sa livraison et elle a un petit mail de Foodlight. Ou est-ce qu'on détermine on traite, uniquement les produits asiatiques ou uniquement les produits, plutôt, mexicains ou même, on décide qu'il y a un ciblage, sur une zone, géographique en particulier. Par exemple, notre première version, on détermine qu'on veut rechercher uniquement le besoin, sur, le secteur, de Bordeaux centre parce qu'on décide on veut commencer petit pour, s'étendre. Voilà, l'objectif, c'est dans un premier temps de se dire quel est le périmètre dans lequel je vais faire ma recherche. Et donc cela permet ensuite, d'adapter ces recherches-là en fonction de la contrainte de temps, de budget, et des enjeux du projet. Mais comme je disais tout à l'heure, ce périmètre-là, il permet d'avoir des données, plus fiables et d'aller plus vite, mais il n'est pas figé parce que suite à l'analyse, on peut se rendre compte qu'en fait, on va, peut-être, revoir ce périmètre. Et donc cette réunion-là, concrètement, elle, va rassembler à la fois l'équipe, client, et l'équipe, projet du prestataire de design et de développement. Et en fonction des réponses, et de la discussion, lors de cette réunion, chez nous, en Inflexis, on aime bien, on va proposer, nous, un accompagnement qui va être adapté, et différents outils d'analyse et de cadrage en fonction des zones de flou à aller creuser un petit peu. Oui, du coup, justement, parlons d'analyse. Donc, après avoir, comme le disait Marine, récolté les données essentielles, qui concernent le projet avec le client notamment, on va, évoquer ici les premiers questionnements qui nous amènent à penser plus en détail à l'utilisateur. Donc la phase analysée, c'est vraiment, la phase où on va se concentrer sur les utilisateurs de notre solution. Parce qu'effectivement, qui est mieux placé que, l'utilisateur pour savoir ce qu'il a besoin et ce qu'il recherche dans une application? C'est l'utilisateur. Donc, c'est en partie cette phase qui va nous permettre de garantir une bonne adhésion à la solution. Ici, on va chercher vraiment à identifier comment les utilisateurs se comportent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et cela pour identifier les usages, les besoins. Et parfois, quand il y a des besoins, c'est aussi qu'il y a éventuellement des problèmes. Donc, aussi cerner les éventuels problèmes qu'il peut déjà y avoir. Donc concrètement, pour expliquer un peu la différence entre tous les termes que j'évoque et ce que vraiment on cherche à identifier et à connaître dans la phase analysée, c'est avant tout le ou les besoins utilisateurs. Donc si on reprend l'exemple Foodlight, c'est par exemple l'utilisateur veut se faire livrer de la nourriture à domicile.
Ça, c'est son besoin. On veut aussi savoir son usage ou ses usages. Dans le cas de Foodlight, toujours, l'utilisateur, peut-être qu'il est allergique à la tomate et il veut regarder, à chaque fois, il regarde les ingrédients avant d'acheter son repas. Il veut avoir la liste des ingrédients de son repas. Donc ça, c'est la façon dont il va utiliser quelque chose, une habitude, une façon de faire. Donc nous, on veut aussi savoir comment il fait, donc ses usages. On veut aussi comprendre s'il y en a son ou ses problèmes. Donc ici, l'utilisateur ne peut pas commander, il ne connaît pas la composition des repas, donc il ne peut pas savoir s'il y a de la tomate ou non dans le repas qui va lui être livré. Donc ça, c'est un problème parce que il finit par pas commander. Et enfin, il y a les points de friction. Les points de friction sont des points précis, souvent une interaction qui pose problème dans l'application. Donc, pendant que l'utilisateur est face à l'application, il va être face à un point de friction. Donc, par exemple, encore ici, l'utilisateur peut ne pas trouver la liste des ingrédients quand il sélectionne un repas. Ça, c'est un point de friction. Donc, grâce à cette analyse-là, une fois qu'on a identifié les besoins, les usages, les problèmes, on va pouvoir retracer l'expérience utilisateur actuelle et identifier précisément où se trouvent tous les points de contact, tous les points de friction, pour visualiser précisément et améliorer chaque point ou développer chaque point de l'expérience utilisateur. Et du coup, Noémie, vous avez une méthodologie que vous appliquez à chaque projet pour cette étape d'analyse et d'identification des usages et des besoins, qui marche quel que soit le sujet client? Alors, notre méthodologie reste en partie la même avec les grandes phases qu'on a pu montrer avant, la phase de cadrage, phase de développement et phase de production. Mais effectivement, selon le projet, selon la maturité du projet et le profil des utilisateurs, on va adapter, on va utiliser différents outils qui vont nous permettre de mener à bien, là, par exemple, la phase d'analyse. Du coup, si on reprend le projet Foodlight, vous pouvez nous donner un exemple d'outil qui vous paraîtrait approprié? Oui, bien sûr. Du coup, par exemple, donc on reprend l'exemple du projet Foodlight. On est dans la phase d'analyse et le client vient nous voir et nous dit qu'il a développé son application déjà. Il a déjà développé son application de livraison de repas à domicile, mais il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas utilisée, cette application. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs qui provoquent le fait que l'application n'est pas utilisée, notamment des problèmes techniques ou ergonomiques, hein. Mais nous, on va prendre en compte que le problème ne vient pas d'un problème technique, ni d'un problème ergonomique, ni d'un problème graphique, parce qu'on a fait une pré-analyse en amont lors de la phase comprendre et on s'est dit non, ce n'est pas un problème technique, ni un problème ergonomique. Du coup, on se dit que c'est peut-être un problème de ciblage, que la cible a été peut-être mal déterminée, c'est-à-dire que lors du cadrage et de l'analyse en amont, on a mal analysé, on a mal ciblé nos futurs utilisateurs. Et du coup, ce qui fait que les besoins ne répondent pas à ces utilisateurs-là. Donc, pour ça, on va pouvoir peut-être utiliser l'étude ethnographique qui va nous permettre de comprendre qui sont nos utilisateurs et quels sont leurs besoins. L'étude ethno, en fait, c'est un combiné entre deux outils, l'observation terrain, in situ, et l'entretien. Les deux peuvent s'utiliser séparément, mais ensemble, dans l'étude ethno, ils vont permettre vraiment une analyse beaucoup plus fiable parce que l'on va se baser sur les dires de l'utilisateur qui vont être confirmés ou infirmés par les faits. Donc, c'est-à-dire que finalement, l'utilisateur, lors d'un entretien, il va pouvoir dénoncer un certain de ses besoins. Donc, par exemple, ici, il n'utilise pas l'application Foodlight parce qu'elle n'est pas intuitive. Ça, c'est un besoin et il nous dit que, voilà, pour lui, elle n'est pas intuitive, cette application, donc il ne veut pas l'utiliser. Et quand on le met en situation, donc lors d'observation, quand on le met face à l'application, on voit qu'effectivement, l'utilisateur, il est perdu sur l'application, il n'arrive pas à trouver le repas qui lui convient. Donc, peut-être que l'application, là, on fait des suppositions derrière, mais peut-être que l'application ne présente pas des catégories de régime alimentaire, par exemple, et ça peut rendre l'accès à l'information délicat. Donc, on voit vraiment que la combinaison de l'entretien et de l'observation vont permettre de récolter des besoins, mais aussi des usages qui vont se confirmer, se complémenter, et parfois pas d'ailleurs. Ça va nous permettre de relever des points de friction, justement. Par exemple, si l'utilisateur nous dit qu'il n'utilise pas l'application parce qu'il n'y a pas la liste des ingrédients d'un repas. Voilà, il est allergique à la tomate et lui, il veut savoir s'il y a de la tomate dans le repas, mais il n'y a pas la liste des ingrédients. Donc, c'est pour ça qu'il n'utilise pas l'application.
Et quand on le met face à l'application, on observe que, en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas la liste des ingrédients qu'il n'utilise pas l'application, parce qu'elle y est, par exemple, cette liste des ingrédients, mais parce qu'en fait, il ne la trouve pas dans l'application. Donc, ça complète vraiment certaines informations de ce que va dire l'utilisateur, ses besoins, et ce que, dans l'usage, comment il va pouvoir s'en servir. Ça permet d'identifier des points de friction. Donc, à la fin d'une étude ethno, en fait, l'idée, c'est vraiment de récolter toutes les informations qu'on peut relever, aussi bien dans l'observation que dans les entretiens. On va les organiser, on va faire une restitution des infos, et ça va nous permettre par la suite de passer à un deuxième grand point de la phase analysée, c'est-à-dire une restitution de l'information, de prioriser des besoins ou des problèmes et d'élaborer derrière un plan d'action. Mais ça, je vais laisser la parole du coup à Marine qui va vous parler plus en détail de ce point-là. Je crois que Nelly, tu as ton micro coupé. Oui, excusez-moi. Petit loupé. Donc, et comment on fait du coup pour choisir par quoi on démarre, Marine, pour séquencer, je dirais, phaser le projet? Eh bien, on va commencer par prioriser les besoins. Donc, essayer de comprendre quels sont les besoins les plus récurrents et les plus importants. Et quand on passera ensuite à une phase de développement, donc vraiment plus loin dans le projet, ça nous permettra de savoir vraiment quelles sont les fonctionnalités qui sont primordiales et quelles sont les fonctionnalités secondaires pour utiliser au mieux l'application. Donc pour ce faire, on va dans un premier temps prioriser les points de friction dont parlait Noémie, et donc les prioriser par rapport à la solution. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer si on se rend compte là dans notre projet Foodlight qu'on a 80% des personnes qui ont été interrogées dans la phase d'analyse qui disent qu'elles n'utilisent pas le service de livraison parce qu'elles ne peuvent pas contrôler la composition des repas. Et que derrière, on a 50% des personnes qui ont été interrogées qui disent qu'en fait, ça manque, elles n'utilisent pas l'application parce que ça manque d'originalité, de qualité dans les choix de repas. Eh bien, il faut se poser la question, est-ce que je vais plutôt porter de l'attention à ces 80 personnes et à leurs besoins parce qu'elles sont plus nombreuses, ou est-ce qu'en fait, les 50%, eh bien, c'est mon public cible et donc du coup, je vais peut-être plus me concentrer sur leurs problématiques, le traiter en premier et du coup, prioriser les problèmes et essayer de réfléchir à des solutions plutôt pour ce problème-là. Une fois qu'on a fait cette priorisation-là, on peut explorer les pistes de réponse, essayer de regarder ce qui se fait, par rapport aux problématiques qui ont été soulevées. On peut se dire, par exemple, pour le projet, peut-être qu'on peut proposer de préciser la composition des repas, directement, pour chaque plat qui sera sur notre application. Ou bien on créera plutôt des icônes pour préciser à l'utilisateur qu'il n'y a pas de sel dans ce plat-là, ou il n'y a pas de gluten, etc. On n'est pas dans quelque chose où on va valider une solution, mais on commence déjà à y réfléchir pour essayer de gagner du temps sur la partie suivante de l'idéation. Ensuite, on va évaluer vraiment chaque piste de solution en fonction des contraintes du projet. On va ramener tout ce qui est contraintes de budget, de planning, de ressources dans la discussion pour essayer de se dire du coup, peut-être que la solution pour proposer par exemple la composition de chaque plat, eh bien, ça va être compliqué dans un premier temps pour une première version de la mettre en place parce que ça nécessite de communiquer sans cesse avec les restaurateurs qui vont changer leur carte quasiment tous les jours. Donc du coup, peut-être qu'on va le garder pour une V3 ou même plus tard. Et dans un premier temps, on va rester sur le système des icônes. Et donc ça nous permet de planifier la suite du projet, de réaliser une roadmap à court, moyen, long terme. Et d'opter pour une solution plus simple, plus rapide, moins chère pour la première version. En termes d'outils qu'on utilise pour réaliser cette partie-là, donc sur la partie plus chercher des pistes de solutions aux problématiques qui ont été relevées, on va utiliser le benchmark ou l'analyse comparative. Et ensuite, pour pouvoir prioriser les solutions, ou les problèmes surtout. Ce qui est intéressant, c'est le système des matrices. Alors, il y en existe vraiment pas mal. Mais il y en a une qu'on aime particulièrement, c'est celle d'Eisenhower,
qui est utilisé aussi dans la gestion de projet et qui permet de positionner un problème en fonction de son urgence, et de son importance. Donc par exemple, on peut se dire qu'on va traiter en premier les problèmes qui sont à la fois urgents et importants et ensuite, les problèmes qui vont, être, importants mais pas urgents et cetera. Et tu peux nous en dire plus, Marine, sur l'intérêt du benchmark, dans quel cas on le préconise chez Inflexis, par exemple? Ouais. En fait, oui, c'est vrai qu'on aime beaucoup, le benchmark. Enfin, il est assez intéressant pour gagner du temps sur les projets. Il faut se dire que quand on fait face à un problème, il y a de très grandes chances que d'autres personnes, s'y soient confrontées auparavant et aient proposé une réponse. Donc en fait, il ne s'agit pas de copier, mais de voir ce qui se fait aujourd'hui et sur quoi on peut s'inspirer. Donc pour réaliser, un benchmark, concrètement, comment ça se passe? Il faut réaliser, une veille sectorielle et ou technologique. Ça dépend du projet. Mais on peut, pour faire cette veille-là, il va falloir qu'on récolte beaucoup de données et donc qu'on réalise des recherches, qualitatives, quantitatives, qu'on recense, les tendances et les études de marché, qu'on détecte des pratiques émergentes et pour notre projet, par exemple, essayer de détecter des nouvelles préoccupations liées à la nutrition, par exemple. Et côté fonctionnel, on peut aller s'inspirer d'applications qu'on aime ou qui marchent beaucoup et qui vont avoir des fonctionnalités qui vont répondre à un problème similaire à notre projet. Typiquement, on peut aller voir par exemple du côté de Airbnb, par exemple, pour regarder l'architecture de l'information ou comment ils gèrent les recherches géolocalisées, est-ce qu'il y a des fonctionnalités ludiques, etc. Donc pour pouvoir choisir ces solutions-là, il va falloir déterminer ce qui est intéressant de regarder. On va regarder sur un niveau de détail plus ou moins grand? Est-ce qu'il y a des indicateurs qu'on va rechercher chez nos concurrents? Par exemple, s'ils ont plusieurs moyens de contact ou une fonctionnalité qui nous intéresse. Mais dans un premier temps, il va falloir vraiment identifier le nombre de solutions qu'on veut analyser et le niveau de détail qu'on veut regarder. Donc ça dépend vraiment de votre temps au niveau du projet. Et on peut ajuster en termes de différents niveaux de détail sur le benchmark. On peut partir à la fois d'une analyse comparative. Donc ça, c'est une analyse où on va regarder les avantages et les inconvénients des applications, jusqu'à un benchmark vraiment détaillé où là, vraiment, on a toute une panoplie d'indicateurs qu'on va choisir pour ce projet-là. Mais dans tous les cas, les livrables par rapport au benchmark, ce seront une grille de comparaison avec l'analyse, la rédaction d'un document vraiment qui va résumer toute cette analyse-là et des préconisations enfin pour vraiment mettre en valeur des fonctionnalités innovantes qui pourraient convenir au projet. Mais vraiment l'objectif, c'est vraiment de comprendre quelles sont les solutions qui existent sur le marché que vous visez, quelles sont les fonctionnalités et les codes incontournables et voir quelles sont les bonnes pratiques des autres secteurs qui font face aux problématiques similaires. Merci beaucoup Marine et Noémie, c'est beaucoup plus clair maintenant. Si j'ai tout suivi, vous nous avez parlé de quelques outils, mais on n'a pas encore parlé de l'atelier de cadrage. Mais tel que je vous connais, je pense que vous nous avez gardé le meilleur pour la fin. Vous nous en parlez maintenant ? Oui, du coup, je peux en parler, oui, de l'atelier de cadrage. J'ose juste dire, comme Catherine a soulevé dans le chat, si vraiment il y a des termes qui ne vous parlent pas ou qui ne sont pas clairs pour vous, n'hésitez pas à nous signaler et on pourra revenir dessus pour expliquer certaines choses. Donc, l'atelier de cadrage. L'atelier de cadrage, du coup, oui, c'est un outil, on va dire, à part entière, parce qu'à la différence des autres outils, il englobe vraiment, il est présent vraiment dans les deux phases, comprendre et analyser. Et il est un peu moins spécifique et il est beaucoup plus général que les autres outils. Et encore, tout dépend de la maturité du projet. Comme on l'a dit avant, selon la maturité du projet, on va adapter et utiliser nos outils en fonction de cette maturité-là. Mais du coup, l'atelier de cadrage, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un outil qui va nous permettre vraiment d'illustrer cette démarche de centré utilisateur parce qu'elle implique directement
et sensiblement l'utilisateur. Alors, la parole du client est autant écoutée que celle de l'utilisateur. Les deux sont prises en compte. La confrontation des deux points de vue et des autres parties prenantes permettent d'alimenter et d'identifier les problèmes de façon beaucoup plus complète. On va obtenir un discours constructif entre ces différentes parties, souvent entre le client et l'utilisateur. D'ailleurs, l'idée, je parle de confronter des points de vue, mais l'idée, c'est justement pas de confronter les points de vue et d'être dans une dualité de celui qui aura le problème ou le besoin plus important, hein. C'est vraiment de parler plus d'altérité et non de dualité, mais de croiser du coup des points de vue et de co-construire ensemble, préciser ensemble l'importance des besoins, mais aussi celle des ressources. Donc, à la fin de cet atelier, on va centraliser vraiment, prioriser des actions, mais aussi les besoins. Finalement, l'atelier de cadrage comprend les mêmes objectifs que la phase de cadrage. On va vraiment à chaque fois récolter les besoins, les problèmes, les éventuels points de friction et on va les prioriser. C'est un condensé finalement des phases. On va utiliser aussi parfois les mêmes outils que dans la phase de cadrage, mais en plus synthétique et plus condensé. Donc, c'est vrai que c'est bien parce qu'on peut tout faire en un temps imparti, donc c'est souvent sur une matinée ou une journée. Mais le fait que ça soit condensé, qu'on va utiliser les outils beaucoup plus vite, que l'atelier, on va récolter des données beaucoup plus vite, ce raccourci-là, il va parfois biaiser les données. Donc ça, c'est un des aspects, on va dire, contradictoires, on va dire, négatifs plutôt de l'atelier. En aspect positif, pour conclure sur l'atelier de cadrage, c'est beaucoup avoir vraiment des points de vue différents, de passer rapidement aussi des idées aux actions, d'être dans un cadre bienveillant et de récolter de la donnée qualitative. Donc, la donnée qualitative, s'il y a toutes les parties prenantes. Ce que j'entends par là, c'est que si on va organiser un atelier de cadrage, mais qu'il n'y a pas l'utilisateur, les données quali, elles peuvent être biaisées et moins fiables parce qu'on se sera mis à la place de l'utilisateur. On va penser à sa place et l'idée, c'est pas de penser à sa place, mais de lui poser directement la question. Donc, qu'il soit présent. Ça, c'est aussi un aspect négatif si on n'a pas toutes les ressources à disposition ou aussi le fait que la durée, comme je vous le disais, elle est assez courte. Et donc ça peut biaiser la précision et la qualité des données récoltées. Voilà, en quelque sorte, l'atelier de cadrage, en quoi il consiste. Si vous voulez en savoir un peu plus, Catherine vous a mis un lien vers le site pour savoir davantage en quoi consiste l'atelier de cadrage. Super, merci Noémie. Du coup, on va, avant de passer la parole à Marine, je vais m'excuser, je vais être obligée de couper. Donc, on va changer la personne qui projette les slides. Vous m'excusez, j'ai une contrainte perso, je dois emmener ma fille à l'hôpital. Donc, voilà, je peux pas faire autrement. Donc, Marine, ensuite, pour finir la présentation, va vous présenter un cas client, je crois. Oui. Donc, je vais libérer mon écran et je laisse du coup Catherine prendre le relais. N'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, à m'envoyer un mail à npriva@inflexis.com. Je peux peut-être le mettre en commentaire, voilà, et à regarder nos différents supports sur les réseaux sociaux où il y a pas mal de contenus qui peuvent éclairer d'autres parties de ce qu'on vous a présenté. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de meet-up et à très bientôt. Merci Nelly. Du coup, effectivement, pour finir cette présentation, on voulait vous montrer comment on arrive à construire une méthodologie grâce à des outils de cadrage qui soient adaptés aux enjeux d'un projet. Donc, vous montrer un petit peu comment on a réalisé une méthode pour un client, en sachant que c'est vraiment modulable, en fait. Tous les outils n'ont pas été présentés, c'était pas exhaustif. On a choisi ceux qu'on préfère. Mais l'objectif, c'est vraiment de comprendre quel est l'intérêt de chaque phase et quels sont les outils à dispo pour pouvoir y répondre.
Donc pour le cas client, on a travaillé sur un projet où, l'objectif était, de créer une application mobile et notamment, le client, c'était un client dans le secteur de la finance et qui distribue des offres, de produits structurés, donc plutôt des investissements en B2C. Donc majoritairement, ce sont des assurances, vie. Et donc leur objectif, c'était de créer une application, parce qu'ils possèdent aujourd'hui un espace client web et ils souhaitaient l'étendre sur un autre outil, plus mobile, avec des fonctionnalités dédiées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé, vraiment, quels étaient les enjeux, pour le client, de cet outil-là, de ce projet. Donc dans un premier temps, Catherine, je veux bien que tu passes à la slide suivante pour montrer la méthodo. Alors c'est la slide de juste après. Voilà. Donc dans un premier temps, en fait, l'objectif, c'était vraiment pour le client, il voulait que son application, elle rende la consultation des portefeuilles beaucoup plus fluide, et il voulait apporter de l'information, du conseil, et un contact personnalisé. Donc pour ça nécessite vraiment de comprendre quel est le type et le niveau d'accompagnement souhaité par, la cible et pour cela, on a proposé un benchmark qui permettait, de comprendre, avoir une compréhension vraiment du secteur financier et comprendre quelles sont les bonnes pratiques de ce secteur-là. Ça nous a permis aussi d'acquérir un langage commun pour pouvoir communiquer sur des sujets de la finance. C'est important d'avoir la même sémantique, mais également de comprendre quelles sont les règles et les contraintes à respecter, dans ce secteur-là parce que, par exemple, il peut y avoir des soucis en termes de réglementation ou des process qui sont assez figés. Donc, dans un premier temps, on a, vraiment essayé d'avoir un moment pour identifier ces bonnes pratiques-là, mais une connaissance métier. La deuxième phase, elle correspondait à l'étude quantitative, c'est l'outil qu'on a proposé et en fait, le client, voulait que son application, qu'au sein de son application, les tunnels de souscription et les opérations soient plus fluides. Donc ça nécessite de comprendre ce qui bloque aujourd'hui, en termes de navigation sur, l'espace web et essayer de comprendre, ce qui marche aussi, mais également quelle est la logique de navigation, pour les utilisateurs? Quelles sont les étapes par lesquelles, ils passent, de manière intuitive? Donc pour ça, on a proposé une étude quantitative c'était un outil qui était intéressant, qui était un questionnaire en fait à envoyer, aux différents clients actuels, de ce client-là. Et donc du coup, c'était intéressant parce qu'il y avait quand même, plus de 3000 utilisateurs. Donc l'information, était quand même assez fiable avec ce nombre-là. En revanche, si on veut, avoir des données sur, par exemple, les habitudes de navigation, des utilisateurs ou même leur perception de la solution actuelle, de l'espace web, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, mais qu'on a très peu d'utilisateurs, ça peut être intéressant d'utiliser des outils de tracking. Donc, par exemple, comme Hotjar, où on va voir le tracé, le parcours de l'œil, enfin, là où se posent nos yeux, tout au cours de l'expérience, sur le site. Donc là, l'intérêt, c'était vraiment de comprendre, ce qui marchait et ce qui ne marchait pas dans l'expérience actuelle. Et la troisième étape, c'était, une étape qui permettait de vraiment valider le besoin, essayer de comprendre, vraiment quelles sont les raisons pour lesquelles il y a des problèmes aujourd'hui dans l'expérience, et quels sont les désirs de ces utilisateurs-là en termes par exemple, de mobilité. Je sais que le client voulait, offrir la possibilité aux clients à leurs utilisateurs de réaliser des opérations, partout et à tout moment. Donc ça, il faut vérifier que ce besoin, il est bien exprimé par les utilisateurs cibles. Est-ce qu'au final, ça les intéresse vraiment? Et aussi, il fallait concevoir une expérience cohérente entre l'espace web et l'espace mobile. Donc pour ça, il faut comprendre, quelle est la logique de navigation actuelle et qu'en pensent aujourd'hui les utilisateurs quand ils naviguent? Quels sont leurs retours d'expérience par rapport, à l'utilisation de cet espace web? Donc pour ça, on a besoin d'avoir vraiment des verbatims, des citations, avoir vraiment un peu plus, d'arguments, émotionnels et c'est pour ça qu'on a proposé des entretiens qualitatifs. Donc
Après, une fois qu'on a toutes ces données-là, on a à la fois les données, sur le marché, les données sur, l'expérience, perçue aujourd'hui sur l'espace web et aussi les besoins, utilisateurs qui ont été exprimés comme ça en face à face. Eh bien, on peut proposer, des préconisations, on peut fournir, des recommandations, auprès du client, pour qu'il puisse, améliorer, son expérience globale. Et ça nous permet vraiment de capitaliser sur les points forts, de l'expérience actuelle, tout en créant un nouvel outil qui soit utile, utilisable et compréhensible pour l'utilisateur. Et effectivement, avec, les différentes recherches, on peut, enfin, sur le secteur, on peut déterminer aussi, des fonctionnalités, des solutions qui vont amener de l'innovation, dans le nouvel outil et qui soient adaptées aussi aux besoins de l'utilisateur. Donc voilà un petit peu, notre démarche sur ce cas, client. C'est pour montrer qu'il y a des briques qui sont agençables, mais concrètement, on va rechercher, on va déterminer, les outils en fonction des enjeux, du projet et c'est vraiment modulaire, quoi. Je je te laisse, poursuivre, Noémie sur, du Oui. coup, pour faire une conclusion sur la phase de cadrage global. Oui, du coup, pour conclure, et synthétiser un petit peu, les choses, à retenir du coup de la phase de cadrage, c'est avant tout, le fait d'impliquer les utilisateurs, tout au long du projet, pas seulement d'ailleurs, pendant la phase de cadrage, mais pendant la phase de développement, phase de production, voilà, vraiment d'impliquer les utilisateurs tout au long du projet. C'est primordial si on veut que, si vous voulez augmenter, vos chances d'adoption de votre solution, si, vous voulez que ça réponde à des besoins, il faut avant tout, impliquer les utilisateurs. La deuxième chose, c'est qu'aussi il est nécessaire de passer par la phase de cadrage. Pour mener à bien, votre projet, il faut donner un cadre et une direction au projet et ça c'est primordial si on veut avancer dans la bonne direction. Pour dire juste quelques points, même si vous avez la slide, mais dire quelques bénéfices du coup du cadrage, c'est donc du coup d'impliquer tout le monde et les utilisateurs, je le répète. J'aime bien, mettre un point là-dessus parce que vraiment, il faut que les utilisateurs soient là. Il faut aussi répondre, à des besoins et pas à des envies parce que ça, répondre à des besoins, ça va garantir l'utilité de l'application, son intérêt. Mais aussi, ça va permettre, d'adopter une démarche, numérique responsable et de ne pas concevoir des applications obsolètes qui ne vont pas être utilisées. Et donc voilà, les bénéfices vraiment de la phase de cadrage, c'est de développer une application qui va être adaptée, utilisée, utile. Et les erreurs à éviter, ne pas tenir compte des besoins utilisateurs. L'application, elle ne va pas être utilisée si elle ne répond pas aux besoins de votre cible, parce qu'elle ne va pas améliorer leur expérience actuelle. Elle va améliorer, peut-être l'expérience de leur voisin, mais ce n'est pas le voisin qui va utiliser l'application. Donc elle ne va pas être utilisée. Il faut tenir compte aussi des usages, parce qu'effectivement, on peut développer une application qui répond à un besoin. Le besoin on a écouté, je sais pas, on a écouté Marine qui voulait se faire livrer de la nourriture. Et donc ça répond à son besoin. On lui a fait une application pour permettre de se faire livrer la nourriture, mais on n'a pas étudié ses usages. Et finalement, on se rend compte que Marine, elle n'utilise pas son téléphone. Elle a tendance à commander sur Internet, donc via son ordinateur fixe et pas via une application sur un téléphone. Et donc là, l'application, elle peut ne pas être utilisée parce que elle va pas, parce que l'application qui est mobile ne répond pas à l'utilisateur. Voilà, en quelque sorte, les bénéfices et les erreurs à éviter. Je vais passer la main à Catherine, du coup, pour conclure, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je crois que Catherine, ton Oui, micro Catherine, tu n'as pas ton micro. On a perdu Catherine. Non, désolée. Non, tout le monde a été très sage pendant toute cette présentation. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais je suppose qu'il peut y en avoir par la suite. Donc, Nelly avait laissé son mail pour les questions complémentaires. Moi, je vous suggère, si vous ne le faites pas encore, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on traite régulièrement de ces sujets-là. On poste pas mal
d'articles qui concernent notre veille, mais aussi qui sont écrits par nous-mêmes sur le sujet, donc par les personnes qui intervenaient aujourd'hui. Je vais vous mettre dans le chat le lien vers notre chaîne YouTube. Ce meet-up sera de toute façon partagé avec vous par mail dans les secondes, les minutes qui vont suivre la fin de cet événement. Mais vous pourrez aussi le retrouver sur notre chaîne YouTube d'ici cet après-midi. Je peux aussi partager avec vous un lien vers notre blog, donc un blog avec des activités sur développement mobile, sur le design d'applications ou de solutions digitales. Et puis quoi d'autre? Je pense que si c'est bon. Et puis quoi d'autre? Oui, je vous suggère aussi de vous abonner à notre chaîne, à notre page Meetup. Donc on a un groupe Meetup sur Meetup spécialisé sur le design et le développement d'applications mobiles. Donc, vous pouvez vous y abonner de manière, en fait, à recevoir les invitations, les alertes lorsqu'on organise de nouveaux événements. On en a un par mois, en règle générale. Le prochain, donc, sera au mois d'avril, certainement. Et en général, on essaie d'avoir une continuité dans nos sujets. Donc, ça pourrait venir en prolongation de ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. On vous attend donc dans nos prochains meet-up en direct de Bordeaux. J'espère que cette session vous a apporté beaucoup de choses, vous a appris beaucoup de choses et que ça vous aide dans votre réflexion. Et donc, très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci.